Bonjour à tous. Oh là là, ça parle fort. Ravie de vous retrouver pour une troisième. J'y vois pas, j'ai les lumières dans les yeux. Excusez-moi. Donc ravie de vous trouver pour une troisième année au CAID pour un nouvel atelier. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis intervenue il y a 2 ans sur le plan de travail. L'année dernière, c'était la gestion des corrections. Cette année, tiens, appuyez. Non, c'est là. Oh, c'est moi, pardon. Donc cette année, j'interviens avec mon amie de cœur Sylvie, qui est donc CPC, donc conseillère pédagogie, qui tient le blog Storytelling 2 pour l'anglais et super maîtresse pour les autres matières. Elle est auteure chez Retz, avec enseigner l'anglais à partir d'albums, voilà, et The Method et The Littérature en auto-édition. Alors, cette année, on aborde un nouveau sujet qui me tient à cœur. Ceux qui me connaissent bien et qui me suivent sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos sur ce sujet. Les productions d'écrits, car à mes yeux, c'est vraiment la discipline de français essentielle. S'il y en avait une qu'il faudrait conserver, ça serait celle-ci, car elle regroupe absolument tous les domaines du français. Alors, nous, pourquoi on a voulu aborder ce sujet avec Sylvie? Parce qu'on s'est dit... ah oui, j'ai pas besoin de me tourner, j'ai l'écran ici. On s'est dit, mais en fait, pourquoi, moi je vois de mon école, pourquoi en fait mes collègues, elles font si peu de production d'écrits? Quels sont les problèmes, quels sont les écueils qui font que les collègues ne se lancent pas plus que ça dans cette activité qui est vraiment pourtant fondamentale? Alors tout d'abord, on s'est dit déjà par un manque d'outils et d'organisation. Quels outils utiliser et comment les utiliser? Déjà, il y a plein de choses à mettre en place en amont avant de commencer. La planification. Ensuite, pourquoi les collègues n'en font pas davantage? Simplement par manque d'idées. Qu'est-ce qu'on va faire écrire à nos élèves? Et ensuite, et surtout, à cause des corrections qui font fuir absolument tout le monde. Donc l'année dernière, j'avais déjà abordé ce problème des corrections, mais en général dans toutes les matières. Là, c'est vrai que dans les productions d'écrits, c'est vraiment le problème. Voilà, on ne va pas passer notre vie à corriger les productions d'écrits qui durent 3 heures, c'est insupportable. Mais il y a des techniques, du coup, pour faire en sorte que les corrections soient beaucoup moins lourdes et vous rebutent moins à vous lancer dans la production d'écrits. Alors, donc, les invariants pour nous, les étapes donc, de la démarche de production d'écrits, on a 4 étapes qu'on va aborder dans ce diaporama. Premièrement, la planification. Donc, en amont, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour faciliter le travail. Ensuite, la mise en situation d'écriture, on vous donnera quelques pistes de textes à écrire, des écrits courts, des écrits plus longs. Et enfin, la révision du texte, donc la correction, comment on va s'y prendre. Et en dernière, donc la publication, à quoi sert un écrit, pourquoi on écrit et qu'est-ce qu'on va en faire. Alors, pour ce qu'on peut faire en amont, on peut déjà mettre dans la classe un petit coin écrivain pour donner du crédit à la discipline, c'est-à-dire pour que les enfants y comprennent que c'est important. Donc, on va mettre un petit coin avec une table, avec les outils nécessaires pour qu'ils sachent où aller si jamais ils ont besoin de les retrouver, avec des affichages repères où ils vont pouvoir se mettre pour retrouver des mots, pour avoir des expressions qu'ils vont pouvoir retrouver, etc. C'est tout, c'est moi. C'est moi. C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place très rapidement et avant de produire des écrits pour mettre les élèves en situation de réussite? C'est-à-dire quel nourrissage on peut leur apporter, quel outil on peut leur donner pour qu'ils soient rapidement en situation de réussite, qu'ils aient envie de recommencer et que nous, on ait moins de corrections.
Donc voilà un exemple. Alors on fait tous, hein. Jogging d'écriture, ça vous parle? Voilà. Donc ça c'est CE2, mois d'octobre, hein, Halloween. Donc voilà, je leur montre une image et je leur dis, donc il y avait une consigne écrite évidemment, et je leur dis voilà, vous imaginez que vous rentrez dans ce château hanté, qu'est-ce que vous y voyez? Et donc là, alors là c'est une élève de niveau moyen, mais qui écrit quand même correctement pour que ce soit lisible pour vous. Et voilà la pauvreté du texte, en fait j'ai une simple énumération. Donc CE2, mois d'octobre, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai repris, parce que je ne pouvais pas rester là-dessus, j'ai repris. Et là, ensemble, tous ensemble, il y a eu une très grande phase orale de planification. C'est-à-dire qu'on s'est imaginé, on a mis en scène, on s'est levé, on a imaginé qu'on poussait les portes de ce château hanté. Et donc, qu'est-ce qu'on y voyait? Et on a mimé. Donc vraiment, ça a été, on est passé par le corps, en fait, tout simplement. Et on a créé un réservoir de mots avec les pièces de la maison, les pièces du château, les personnages, évidemment, d'Halloween. On y a ajouté des adjectifs et on y a ajouté des connecteurs pour faire avancer la description, les connecteurs qu'on voudrait tellement qu'ils utilisent. Et on a défini une structure. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a encore des petites erreurs, c'est une production d'écrit brut, hein. Et donc voilà ce que ça donne. On a quand même quelque chose de plus performant. Imaginez la correction qui me reste à faire avec ça. Voilà, donc une planification avec une longue phase orale. Quand cette planification manque, en fait, ça se voit immédiatement sur les productions d'écrit. Quand elle est très très riche, eh bien voilà ce que ça donne. Et donc au niveau des corrections, on s'en sort et les élèves ont très envie d'écrire. Lorsqu'on mime, lorsqu'on passe par le corps, ils sont déjà prêts. On a mis en appétit avec cette planification. Donc voilà des exemples d'outils qu'on peut créer avec les élèves, aussi bien des affiches, donc par exemple sur les adjectifs autour de la sorcière. Pour les cycles 3, par exemple, tout ce qui concerne le roman policier, donc à partir d'un certain corpus, d'un certain nombre de textes, ou alors à partir d'une petite vidéo qui reprend un petit peu le lexique du roman policier. Tu peux avancer. Ensuite, ici à droite, c'est un répertoire de mots que j'ai fait, que vous trouverez sur mon blog. Donc en fait, là, il n'y a qu'une feuille, mais elle est recto verso, classée par catégorie classe grammaticale. Et voilà, en cycle 3, en CM2, hein, ils sont capables de retrouver, du coup, classés par ordre alphabétique également, pour s'ils ont besoin de mots, d'expressions, etc. Vous avez aussi les répertoires chez Cléo, qui sont très bien faits, qui sont beaucoup plus riches que ma simple feuille, mais bon, moi j'ai condensé pour que ça soit pas... Voilà, ces 2 répertoires, je les ai aussi achetés, je les ai dans la classe. Ensuite, vous allez avoir, pour les plus petits, un imagier à mettre à disposition. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est surtout pour les enfants en difficulté qui ont du mal à lire et à se repérer dans un tas de mots, de répertoire, etc. Et qui va du coup faire en sorte que ça va les bloquer. Je leur demande de m'amener leur ardoise et je leur écris le mot correct directement sur l'ardoise, ce qui leur fait gagner du temps pour ensuite continuer leur production. Donc je voulais vous parler du cahier lexique. Le cahier lexique, je le vois souvent en maternelle avec les imagiers justement, mais très peu en cycle 2, en cycle 3. Et pourtant, tout ce qu'on constitue comme réservoir de mots, on le garde quelque part. Donc effectivement, une affiche, on peut la ressortir au fur et à mesure quand on en a besoin, mais si on veut que les élèves deviennent autonomes, il faut qu'ils le retrouvent facilement dans un cahier outil. Et le cahier lexique donc reprend tous les mots qu'on a trouvés autour d'un champ lexical ou autour d'un album, c'est-à-dire en contexte et dans un univers de référence. On y trouve également les familles de mots pour l'orthographe. Rappelez-vous, on écrit le moins possible avec une orthographe défaillante. On y trouve aussi les mots polysémiques et les synonymes. Et il y avait la carte mentale. C'est pas grave. Donc, vous pouvez également faire une carte mentale. Donc, dans ces cas-là, je vous renvoie vers les travaux de Muriel Lozeille, Lala aime sa classe. Voilà. Oui, donc alors, moi aussi, voilà, ce qu'on fait beaucoup toutes les deux, c'est qu'on fait travailler les enfants à l'oral quand il y a une production d'écrit à faire, parce que souvent, ils restent bloqués. Alors même s'ils ont une consigne précise, un sujet précis, ben, il y en a qui sont là, puis qui font rien. Et puis on leur demande, mais pourquoi t'écris rien? Ben, parce que je sais pas quoi écrire. Ben, c'est facile, t'as la consigne. Ben non, ben, il sait toujours pas. Alors du coup, on fait ensemble un petit temps collectif. On va dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors on pourrait dire ça comme ça, comme ça. Donc on fait oraliser les enfants sur ce qui est possible d'écrire. Et après, on leur dit, bah, écoutez, maintenant que vous savez à peu près comment tourner à vous de refaire ça à votre manière. Et c'est vrai que ça les aide énormément à se lancer pour ceux qui restent coincés. Après, on a toujours
ceux qui n'ont pas de problème, qui se lancent facilement, mais même ceux-là, ça les aide aussi à structurer leur pensée, parce qu'ils peuvent partir aussi dans tous les sens. Et du coup, on se dit, bah voilà, il y a quelques petites choses à dire dans un ordre précis. Moi, je leur fais répéter. Alors, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a dit en premier? On va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça. Allez-y, maintenant, vous pouvez écrire. Et là, ils se jettent tous. Et c'est vrai qu'on obtient des productions cohérentes et qui sont vraiment abouties. Donc voilà, on met en bouche, on demande à son camarade, à un autre. Voilà, on fait aussi, comment dire, interagir les enfants entre eux. On demande à l'un de dire qu'est-ce qu'il pourrait écrire. L'autre lui dit est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que tu as compris. On améliore les structures orales. Et du coup, voilà, hop, les enfants ne se sentent plus perdus seuls face à leurs feuilles. Ils sont rassurés et prêts à se lancer. Donc, on va vous montrer quelques exemples d'écrits courts et ensuite, on va parler de l'écrit un peu plus long qui est de raconter une histoire. Et donc, je te laisse la parole pour les écrits courts. Alors, en ce qui concerne les écrits courts, moi, j'ai fait une petite feuille, là, celle-là aussi, vous la trouverez sur mon blog. Elle est recto verso, donc on a 84 idées d'écriture. C'est des lanceurs, si vous voulez, d'écriture. Et c'est des écrits courts dans le sens où c'est des écrits qu'on, moi, je fais en plan de travail, mais qu'on peut faire en rituel, et qui demandent à écrire 3, 4 phrases ou lignes même, à tout casser. C'est vraiment court. Et on va être beaucoup plus exigeant, du coup, sur l'ensemble du texte, la ponctuation. On peut l'être parce que c'est vraiment très court. On apprend, les enfants, moi, ils arrivent, quand ils ont fini, je leur dis, est-ce que tu t'es relu? Alors, comment on apprend à se relire? Donc, avec des écrits courts, on peut travailler aussi sur apprendre aux enfants à se relire. On va se poser des questions. Est-ce que si je lis tout d'un coup, ça a du sens? Tu as oublié les points? Est-ce que quand tu me dis ça, voilà. Et du coup, ils peuvent retourner à leur place, se relire, s'auto-corriger et revenir parce que c'est très très rapide et ça prend pas beaucoup de temps. Donc ça, c'est vrai que les collègues en font régulièrement, des écrits courts, parce que ça prend. Alors les œuvres d'art, j'adore. On peut écrire énormément de choses avec des œuvres d'art. Donc là, vous avez un exemple où on a fait parler les personnages. Donc il y a plein d'œuvres qu'on peut réutiliser comme ça. Mais vous avez aussi toutes les images de Hopper, par exemple. C'est formidable pour inventer une histoire et imaginer ce qui s'est passé avant, pendant, après. Il y a un autre livre qui s'appelle Les vraies histoires de l'art, où on voit l'œuvre au départ, l'œuvre ensuite, et il faut imaginer ce qui s'est passé au milieu. Donc les œuvres d'art, c'est assez riche en production d'écrits courts. Ensuite, vous avez aussi des mots valises. Alors, si vous ne connaissez pas, en fait, il s'agit de prendre 2 mots. Donc, par exemple, marteau et tomate, parce que ça finit par to et ça commence par to. Et ça fait un martomate. Et ce martomate, les enfants vont devoir expliquer ce que c'est. Ils vont devoir donner la définition. Donc, c'est intéressant parce que dans cette définition, ils ne doivent pas utiliser ni le mot marteau ni le mot tomate, mais expliquer. Donc c'est un outil, etc. Donc ça leur demande une grande réflexion pour construire une petite définition. Donc on fait 2-3 mots valises comme ça. C'est très drôle à faire et c'est très sympa. Alors les jeux, vous connaissez certainement les Storycube, mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour le jeu de Placote qui s'appelle Histoire de raconter. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve les étapes de l'histoire. Donc là, il y en a 5. On a plutôt tendance à en prendre 4, mais bon, c'est pas grave. Donc, et les élèves s'habituent alors à la raconter des histoires. Et on a une contrainte. Et plus on a de contraintes, en fait, plus c'est facile pour les enfants. Donc, s'ils s'habituent régulièrement à raconter des histoires, au bout d'un moment, passer à l'écrit, ce sera beaucoup plus aisé pour eux. Et c'est un jeu que vous pouvez laisser, par exemple, dans votre coin écrivain, où les élèves peuvent travailler en autonomie. Alors oui, donc maintenant on va passer à des écrits plus longs, ce qui pose le plus de problèmes aux collègues à cause, la majorité du temps, des corrections. Mais pourtant, c'est une activité qu'il ne faut pas délaisser pour autant, car c'est vraiment important aux enfants d'apprendre à structurer leur pensée pour la pencher sur un cahier. Donc moi, ce que je propose à mes élèves, c'est des petites rédactions, donc avec un sujet précis. Donc, ils ont la consigne et une grille de réussite. On appelle ça une grille d'évaluation, une grille de réussite, où ils savent exactement de quelle manière ils doivent construire leur texte. Donc, à la fin, je leur demande pour se relire de vérifier qu'ils ont bien coché, qu'ils ont bien respecté toutes ces items. Donc voilà un autre exemple, vous faites tous des lectures offertes. Alors la lecture offerte gratuitement, évidemment, on n'est pas obligé de faire un écrit juste après.
Par contre, on fait parfois des mises en réseau. Et là, on a envie de garder trace souvent de ces mises en réseau lorsqu'on fait de la lecture. Donc là, c'est pareil, l'enseignant lit. Il y a une prise de notes qui est faite par les élèves, donc c'est du cycle 3 ici. Hein. Il y a une prise de notes sur les personnages, les lieux, la situation problème, les actions et la fin de l'histoire. On a donc constitué un réservoir de mots, et ce réservoir de mots, immédiatement, on le réinvestit en production d'écrit. Donc là, vous avez un résumé brut, hein. Un résumé donc de l'histoire, puisqu'on réutilise tout ce qui a été vu dans la prise de notes, tout le lexique qui a été trouvé. Et là, il y avait même une contrainte supplémentaire qui était l'utilisation du couple imparfait passé simple. Donc évidemment, ce n'est pas encore au point, les élèves sont en pleine étude, mais on leur a donné une contrainte supplémentaire et ils ont été capables de réaliser un écrit performant. Une fois de plus, les élèves sont en réussite, ils ont envie, on leur a donné le goût et les enseignants ont beaucoup moins de corrections. Alors maintenant, une partie qui me tient particulièrement à cœur, ceux qui me connaissent savent que je travaille, que je m'inspire beaucoup de la pédagogie Freinet. Donc le texte libre vient de la pédagogie Freinet. Pour Freinet, en fait, le texte libre devrait être un texte vraiment libre, c'est-à-dire sans contrainte aucune, ni dans le temps, ni dans le sujet. Dans les faits, ça se produit peu, sauf à l'école Freinet, vraiment parce que ils font ça depuis la maternelle. Après, quand on arrive dans des classes plus traditionnelles où on décide de faire ça juste une année, c'est un peu plus compliqué. Ceci dit, on peut, moi, dans mon plan de travail, ils ont texte libre et n'importe quel jour, s'ils ont envie d'écrire un texte libre, ils peuvent l'écrire libre dans le sujet ou dans le temps. Alors, beaucoup me disent, oui, mais le texte libre, c'est pauvre, il n'y a pas beaucoup de vocabulaire, ils racontent ce qu'ils ont mangé chez leur mamie, nani, nani. Oui, d'accord, oui. Effectivement, au début, ça peut effectivement on peut avoir cette impression. Pour que ça évolue, il faut continuer malgré tout, il faut persister, il faut en faire régulièrement. Et petit à petit, notre but à nous va être de travailler sur l'enrichissement du texte libre. On va, quand on va corriger le texte libre avec l'enfant, on ne va pas juste vérifier ses erreurs d'orthographe, mais on va lui apporter notre expertise pour faire évoluer. On va travailler avec lui dans tous les domaines d'études de la langue, c'est-à-dire en grammaire. On va lui demander de rajouter des compléments circonstanciels. On va travailler on va relire avec lui la phrase en disant « Est-ce que ta tournure, tu la comprends ?» Non, alors on va retravailler la tournure de la phrase. On va, au niveau de la conjugaison, la concordance des temps, ça ne fonctionne pas. Là, tu me fais du passé composé, de l'imparfait, du présent, on ne mélange pas tout. Et voilà. Mais ça va, laisse-moi. J'avais dû te le dire. Et à ce moment-là, on évolue dans le texte libre tout au long de l'année. Au début d'année, on a des textes effectivement pauvres. Et à la fin d'année, ils ont l'habitude et on obtient des trucs vraiment très chouettes. Alors, le problème du manque d'idées sur le texte libre, c'est-à-dire « mais je ne sais pas quoi écrire », c'est effectivement lié au fait que quand on arrive et qu'on leur fait faire ça pour la première fois en CM2, ils sont perdus parce qu'ils ont toujours l'habitude qu'on leur donne toujours un sujet. Voilà. Là, c'est « fais ce que tu veux ». Ils sont coincés. Du coup, il faut favoriser régulièrement, malgré tout. Alors, on peut cumuler. Moi, je fais de tout. Hein. Je fais et des rédactions, des sujets à sujet et du texte libre pour justement leur donner cette possibilité d'exprimer leur expression libre et de pouvoir vraiment faire une expression libre. Ensuite, on va me dire, oui, mais il faut qu'ils sachent écrire pour écrire du texte libre. Eh bien, figurez-vous que le texte libre, on peut le commencer dès la petite section en maternelle. Moi, j'avais mes enfants qui étaient à l'école Freinet et ma fille en maternelle, en petite section, elle faisait une dictée à l'adulte, à sa maîtresse, pour commencer le texte libre, pour déjà qu'elle arrive à exprimer sa pensée de manière libre. Et plus on évolue dans le temps, plus les enfants donc arrivent à construire leurs phrases. Là, je vous ai mis 3 exemples de quand j'avais mon CP. En septembre, voilà, on a une dictée à l'adulte et l'enfant recopie en dessous ce que la maîtresse a écrit. Quand on arrive au novembre, on a déjà appris quelques mots et on met des ronds à la place des mots qu'ils connaissent. Parce qu'on sait qu'on l'a travaillé en lecture, parce qu'on a des affichages, parce qu'on a des répertoires de mots ou des imagiers et on sait qu'ils vont pouvoir aller les retrouver. Et ils les trouvent tout seuls. Le samedi, ils l'ont retrouvé tout seuls parce que c'est des mots qu'ils connaissaient. Et on arrive en mai, en fin de CP, et voilà, on a un texte abouti. Les mots qui leur manquaient, je les avais écrits dans la marge. Et voilà ce qu'on obtient en fin de CP quand on travaille le texte libre toute l'année. Donc, c'est vraiment super intéressant.
On peut aussi écrire des poèmes en production d'écrit, à la manière d'eux, par exemple. Donc là, moi, j'avais pris un poème de Maurice Carême que tout le monde connaît bien. On a étudié les rimes, qu'est-ce que c'est des rimes, qu'est-ce que c'est des strophes, comment ça marche, etc. Au niveau du vocabulaire, eh ben, je leur avais donné aussi un répertoire de mots avec les animaux domestiques, etc. Parce que le but de l'exercice n'était pas qu'ils passent 3 jours à chercher des mots. Donc, ils les avaient. Après, je leur avais dit, si vous voulez en rajouter d'autres, vous pouvez. Et chacun avait écrit son poème, tout en respectant toujours la grille d'évaluation ou de réussite à la fin. Alors moi, je vais vous parler de différenciation parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et je sais que vous aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en production d'écrit pour différencier ? Différencier pour les élèves en difficulté, mais aussi différencier par le haut, parce qu'on sait que ceux qui sont très rapides, là, ils nous mettent vite le bazar quand ils sont inoccupés. Donc, on peut essayer en production d'écrit de différencier. Donc, la première chose pour les élèves en difficulté, évidemment, c'est de prendre un groupe avec l'enseignant. Les néo-titulaires que je vais voir en classe souvent préparent des étiquettes, des choses extraordinaires, mais qui leur a demandé une énergie folle. Ils se sont couchés à 2h du matin parce qu'ils savent que je viens. Et finalement, ils n'ont plus d'énergie pour leurs élèves. Or, on sait très bien qu'on en a besoin. Donc, on peut faire des choses toutes simples qui ne demandent pas de préparation de matériel, c'est-à-dire prendre un groupe à une table, ce qu'on appelle la table d'appui, à une table tout simplement, avec l'enseignant et travailler avec eux avec une pédagogie explicite, c'est-à-dire qu'on verbalise tout ce qu'on est en train de faire. On est un peu dans le modelage et avec un étayage plus important. On peut faire aussi de la dictée à l'adulte, c'est ce que disait Sandrine. La dictée à l'adulte, c'est de la production d'écrit, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le même langage à l'oral qu'à l'écrit. À l'oral, on a tendance à oublier la négation, pas à l'écrit. À l'oral, on a tendance à dire « je », alors en fait, du coup. Bon, à un moment donné, quand on passe à l'écrit, il faut faire beaucoup plus attention à ça. On peut utiliser aussi une trame à trous. Alors la trame à trous, ce n'est pas le texte à trous, ça n'a rien à voir. La trame à trous, c'est pour écrire des histoires, c'est-à-dire qu'on retrouve sur une fiche les 4 étapes, à côté les connecteurs qui correspondent aux 4 étapes, les connecteurs que je vous ai montrés tout à l'heure, et donc on laisse un certain nombre de lignes pour éviter le fameux vomi verbal dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a 4 lignes, 3 lignes, c'est vous qui choisissez pour ne pas que l'enfant aille au-delà et que vous ne soyez pas submergé par les corrections. Donc ça, c'est la trame à trous. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est écrire en binôme. Ça rassure énormément les enfants et puis ça favorise le fameux conflit socio-cognitif. On peut aussi différencier par le haut. Donc évidemment, on a tendance à donner dans ces cas-là des textes plus longs pour les élèves qui ne sont pas en difficulté. Moi, ce que j'aime faire, c'est plutôt que de leur donner, de différencier par la quantité, c'est de différencier par la qualité. Et je leur donne un mot interdit. C'est-à-dire que par exemple, tout à l'heure, pour le logorali, on leur donne un mot qu'il ne faut absolument pas utiliser et qui va leur poser problème. Par exemple, il y a un petit garçon qui regarde, ben, je leur interdis d'utiliser le mot garçon. Et donc, il va falloir trouver autre chose. Vous pouvez même en mettre plusieurs des mots interdits en différenciant selon vos élèves. Et donc, comme ça, vous différenciez par le haut. En APC, évidemment, vous pouvez faire des gammes d'entraînement qui sont différentes et ciblées. Et puis, alors, je vais vous parler après du groupe de langage. Je ne vais pas le faire maintenant. Je vais le garder parce que comme sinon on n'est pas dans les temps. Alors on passe à la partie révision à présent. Donc on vous a dit que la réécriture n'était pas toujours motivante. Effectivement, il ne faut pas passer 3 ou 4 séances à faire réécrire et réécrire et réécrire un texte à l'infini. Au bout d'un moment, ils en ont marre les enfants. Hein. Donc 2 séances pour arriver à un texte cohérent et suffisant. Alors on a 3 sortes de corrections possibles. Le premier type de correction, c'est la correction immédiate. Donc, à ce moment-là, l'enseignant va corriger le texte directement avec l'enfant en fonction de ses compétences. Il va lui dire directement, par exemple, c'est un enfant en difficulté et on sait que ce mot, il ne le connaît pas, on sait que cette conjugaison, il ne l'a pas acquise. On va lui dire, il faut écrire ça comme ça. Maintenant, pour des enfants qui ont plus de facilité, on va lui dire, voilà, pourquoi ça ne va pas à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on devrait écrire? Et petit à petit, on corrige directement avec lui. Et on gagne du temps pour la suite. Donc après le feedback immédiat, on a le fameux groupe de langage. Je vous avais dit que je vais en parler tout à l'heure. Donc en fait, je me suis dit, mais qui doit travailler finalement? Est-ce qu'il n'y a que moi? Non, en fait, ce sont les élèves qui doivent travailler. Moi, je suis le guide finalement. Donc ce que je faisais, c'est qu'immédiatement après, donc là on est vraiment dans la correction immédiate, immédiatement après, alors après la récréation ou même l'après-midi, mais à chaud, je réunissais les enfants par groupe de 4 ou de 5, ou même en binôme tout simplement. Et donc chaque enfant lisait à l'autre son texte.
Donc à ce moment-là, on commence déjà à voir ce qui ne va pas. On voit si ça répond à la consigne, on voit s'il y a des blancs, s'il y a des incohérences ou des incompréhensions. Quand on entend il, au bout d'un moment, l'autre dit mais c'est qui il ? On ne sait plus qui c'est. Et donc les élèves commencent déjà à se corriger et on n'a pas le jugement de l'enseignant, les élèves sont entre pairs. Donc c'est vraiment, on va vous montrer ce que ça donne. Tu peux avancer, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors déjà, on sort un peu du cadre de la table. Moi, j'aime bien aussi quand les élèves bougent. J'avais 30 élèves dans une toute petite salle de classe et c'était des CM. Donc à un moment donné, on a besoin de sortir aussi. Alors nous, on est dans le sud, on peut aller dans la cour. Voilà, on a un peu plus de soleil. Donc voilà, on sort un peu du cadre habituel. Les élèves adorent ça parce que leur corps bouge. Et donc, il y en a un qui parle, l'autre qui écoute et qui corrige. Et ensuite, on inverse. Et voilà ce que ça donne, par exemple, pour l'écriture d'une histoire. Donc en bleu, il y a l'élève qui raconte son histoire. Il a relevé donc combien de fois il a utilisé les pronoms personnels, combien de fois le nom propre, combien de fois le groupe nominal et combien de fois le groupe nominal enrichi. Et là, au crayon gris, l'autre va lui donner des idées pour remplacer finalement et éviter les répétitions. Donc on note tout ça et hop, là on a une réécriture. En fait, la réécriture, elle est ciblée, c'est-à-dire qu'on ne réécrit pas 15 fois le texte, on cible sur une seule chose. Donc à vous de voir ce que vous voulez cibler selon le type de texte que vous produisez, que vous faites produire. Voilà une autre façon de corriger aussi. On demande à un élève s'il est d'accord pour qu'on améliore son texte. Demandez-leur quand même parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas forcément envie. Et là, collectivement, on cherche. Donc ça, c'est sur Charlie et la chocolaterie. On a cherché des substituts pour Charlie et pour Willy Wonka. Une fois qu'on a toute cette liste, on reprend le texte et on regarde à quel moment on change les mots pour que ça devienne un écrit beaucoup plus lisible et beaucoup plus agréable. Ce qui a servi pour le texte en collectif, forcément, ça va parler aux autres qui ont produit le même texte, et ensuite, ils vont le faire pour eux. Donc ça peut être une autre solution pour corriger. Je sais pas. Alors, c'est moi. Donc, la correction différée. Il reste autre chose, c'est la fameuse correction orthographique ou la correction pour enrichir. Donc, je ne vais pas vous refaire le DRAS dont vous a parlé Muriel ce matin. Mais voilà ce qu'on peut faire. On peut cibler, donc c'est ce que je vous disais, un élément seulement. Ça peut être les accords. Vous leur faites relever les verbes, souligner le sujet et on regarde si les accords sont correctement faits. Ça peut être l'expansion du nom. Ça peut être enrichir avec des compléments circonstanciels. Vous pouvez même cibler pour certains élèves. Moi, j'avais une gamine qui était vraiment incroyable. Elle m'oubliait tout. Alors, elle me faisait tous les accords du verbe, mais elle m'oubliait systématiquement les S. Donc, elle avait son propre post-it et elle devait relire pour chercher, pour faire la chasse aux S finalement. Pareil, il y en a d'autres certainement qui ont encore des problèmes pour la ponctuation. Ils ont une correction ciblée rien que pour eux. Le code correction, on en parle juste après. Je te laisse faire. Voilà, en tout cas, dans tous les cas, il est important de ne pas faire trop traîner la correction et surtout, vous avez vu par rapport aux 3 styles de correction dont on a parlé, on ne fait jamais de correction sans les élèves. On ne corrige pas dans son coin entre midi et 2 une production d'écrit, ça ne sert à rien. Même s'il faut différer la correction un autre jour, on y revient avec l'élève pour lui expliquer. On le fait collectivement avec les élèves, mais je vois vraiment beaucoup trop d'enseignants, que ce soit pour le français également. La majorité des exercices, j'en ai parlé l'année dernière, pour que c'est un impact et pour que les enfants retiennent, il faut corriger avec eux. Ça demande une autre organisation de classe, mais ça, c'est un autre sujet. Je vais vous parler des codes correction. Donc voilà, donc je vous invite à lire le rapport de l'inspection générale sur la production d'écrits au CE2. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous disent d'arrêter avec nos codes correction de 15 km. Pourquoi ? Parce que même pour nous, ce n'est pas forcément lisible et utilisable. Alors imaginez pour eux. Donc on nous invite à faire simple. Donc voilà un exemple de code correction qui a été créé en constellation en cycle 2 et un autre en cycle 3. Donc Vous voyez, on cible les accords, l'orthographe lexicale et ensuite la ponctuation. Donc ce qui est intéressant dans le cycle 3... Il manque le 3 en haut, il manque le 2 en bas. Je ne sais pas, il a disparu. Ah, il a disparu. Voilà, bon. Moi, je les vois. Donc le code correction pour le cycle 3, au milieu, on a des exemples, c'est-à-dire que les élèves peuvent s'en inspirer par analogie. Ça leur donne des idées. Et surtout sur le côté, on indique l'endroit où ils peuvent aller chercher l'explication ou l'aide. Donc c'est un code correction qui a assez bien fonctionné et ça pourra peut-être vous inspirer. Allez, on arrive au bout. Je sais qu'on est un petit peu à la bourre, mais on a fini. Alors, la publication, donc dernière étape de notre diaporama. Donc, pour motiver donc, les productions d'écrits, il est finalement important que l'élève ait un but, c'est-à-dire qu'il sait que son écrit va servir à quelque chose. Si on écrit pour que ça reste dans le cahier, c'est vrai que ça ne va pas beaucoup les motiver.
Donc, comment on peut valoriser une production d'écrit? Déjà, l'enfant doit pouvoir conserver toutes ses productions d'écrit dans un cahier d'écrivain. On ne fait pas ça sur une feuille, on ne fait pas ça dans un cahier du jour. On a un vrai cahier d'écrivain qu'on va pouvoir améliorer, qu'on va pouvoir illustrer, qu'on va pouvoir relire, c'est important. Ensuite, pour motiver un écrit, l'enfant va se dire, on va le lire aux autres. Donc, il va s'appliquer davantage. Il va essayer de faire en sorte que son texte, les copains vont l'aimer. Ils vont y mettre un petit peu d'humour. Ils vont faire en sorte que, voilà, ça va être lu. Donc, il faut que je fasse un effort. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est... Ah oui, c'est à toi, ça. Non, alors je vais aller très vite. Troisième tiré. Non, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le livre numérique. Pourquoi ? Parce qu'on peut le publier sur le NT, justement. Donc, c'est ouvert à tous les parents. Et en fait, ça crée ça crée une complicité avec eux et un lien de confiance parce qu'ils voient ce qui est réalisé en classe. Et ça met en valeur l'écrit. Et puis, en fait, il y a tout simplement l'affichage au coin écrivain. Rappelez-vous, on donne du crédit à la discipline si on a un coin écrivain. On y met les textes de référence et les outils déjà construits pour qu'ils puissent y aller ensuite en autonomie. Nous vous remercions pour votre présence et votre écoute. Nous espérons que cet atelier vous aura permis d'avoir envie de vous lancer un peu plus dans les productions de vos classes. Vous nous direz ce que vous en pensez, si vous en avez fait un peu plus. Et voilà, donc retrouvez-nous sur nos blogs, Moi la trousse de Sobel, Storytelling, et sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup à tous. Au revoir.